Bon, la dernière fois, je vous ai présenté la stratégie politique de Mélenchon pour arriver au pouvoir. On a vu qu'il misait sur une articulation entre colère populaire et offre politique institutionnelle. L'idée, c'est que les aspirations politiques des gens trouvent leur expression à travers un programme et une force politique de manière légale et pacifique. Ce programme porté par Mélenchon, c'est un programme de rupture face à la frénésie néolibérale des capitalistes. La stratégie du vieux s'inscrit dans une tradition à gauche qu'on peut identifier comme réformiste, mais est-ce que ça marche? Alors, il y a un débat qui revient souvent dans les cercles militants. Ce débat, il est vieux comme la gauche et structure encore aujourd'hui tout le spectre politique du Parti socialiste à lutte ouvrière. C'est le débat qui oppose les réformistes aux révolutionnaires. Une fois qu'on dégage les libéraux compatibles, type François Hollande, Yannick Jadot, du spectre de gauche, et qu'on garde exclusivement la gauche de rupture, et j'entends par gauche de rupture une gauche à minima anticapitaliste, il reste de grandes tendances qui structurent le champ politique, réformisme et révolution. Si on sort de cette opposition, 5 minutes. Il faut d'abord définir ce qu'est une révolution. Quand on parle révolution, on confond souvent deux choses. La révolution comme changement radical de société, c'est-à-dire un changement de nature de l'organisation sociale, et la révolution comme méthode ou pratique pour accéder au pouvoir et changer les choses. La distinction peut paraître fine, mais c'est important d'avoir ça en tête. Ceux qu'on appelle traditionnellement les socialistes sont, en y regardant de plus près, des militants partageant le même projet politique que les communistes. Un projet fondamentalement révolutionnaire puisqu'il s'agit de transformer en profondeur l'organisation économique de la société. Ce projet commun, on peut le définir en quelques mots comme un projet où les moyens de travail, pour répondre à nos besoins, sont la propriété de tous. Alors c'est le moment de la vidéo où il faut imaginer un entrepôt Amazon géré démocratiquement. Ça aide à visualiser le projet. C'est donc une démocratie totale qui est en jeu puisque la question démocratique est posée pour la première fois de l'histoire de l'humanité dans le champ économique. En d'autres mots, tu produis, tu décides. Il n'y a plus de patrons, on est tous patrons. C'est ce qu'on appelle chez les marxistes l'appropriation des moyens de production. Ce qui va donc distinguer ces deux traditions, socialistes et communistes. C'est pas l'objectif à atteindre, mais la stratégie adoptée pour transformer la société. Les socialistes pensent qu'une telle transformation est possible en restant dans le cadre de la légalité et des institutions politiques existantes. Les communistes, eux, pensent que c'est pas possible, que la nouvelle société émergera par d'autres moyens. Du point de vue des objectifs politiques, toutes ces tendances sont donc révolutionnaires, mais c'est du point de vue pratique que l'opposition réforme-révolution apparaît clairement. Opposition qu'on peut finalement réduire à une opposition entre légalité et illégalité. Je mets de côté les tendances réformistes qui remettent plus trop en question le capitalisme, mais qui souhaitent quand même engager une politique de rupture vis-à-vis du néolibéralisme. En fait, le réformisme historique n'existe plus vraiment. Le spectre de gauche s'est vachement polarisé entre une gauche authentiquement révolutionnaire et communiste et une gauche réformiste qui a abandonné son héritage et ses combats historiques traditionnels. La dérive sociale libérale du Parti socialiste témoigne de ça, mais aussi la mollesse de la France insoumise ou le révisionnisme du Parti communiste. C'est donc la question de la prise du pouvoir qui divise. Comment prendre le pouvoir, légalement ou illégalement? Peut-on prendre le pouvoir légalement en portant un projet politique révolutionnaire? Si oui, alors à quoi bon s'embêter avec des stratégies illégales? Pour répondre à ces questions aujourd'hui, on va étudier la théorie de l'État dans la pensée marxiste. Ça risque d'être un peu chiant, je vais devoir m'appuyer sur des textes, on va parler de Marx, Engels, Lénine, Luxembourg, et je vais faire ce que je peux pour rendre ça digeste. Alors, pourquoi on a besoin d'étudier cette théorie de l'État? Parce que c'est là qu'a priori se concentre le pouvoir, dans les institutions où on prend les grandes décisions. En étudiant la nature profonde de l'État, on pourra mieux envisager la question de la prise du pouvoir. Peut-être qu'on va se rendre compte que cette prise du pouvoir est impossible, ou au contraire, on verra que c'est possible, mais pas n'importe comment. Ou peut-être aussi qu'on se rendra compte qu'on peut prendre le pouvoir sans prendre l'État. Alors définir l'État, c'est pas évident, l'exercice est casse-gueule. En plus de ça, c'est pas une théorie qui est centrale chez les classiques du marxisme. Ça n'a pas été très développé. On va commencer par poser quelques bases avant de se lancer. On vit dans une société de classe. Ça veut dire quoi? Que le monde dans lequel on vit est structuré de manière verticale par des groupes d'individus aux intérêts divergents. Autrement dit, les groupes qui dominent la hiérarchie sociale défendent leur existence. Cette existence nécessite la domination sociale du groupe d'en bas. Et une domination sociale est toujours d'abord une domination économique. Qui dit domination économique dit travail. Ceux qui dominent, c'est ceux qui font travailler les autres dans leur propre intérêt. Les Grecs avaient leurs esclaves, les seigneurs avaient leurs serfs, les bourgeois ont les salariés.
La classe dominante est donc toujours inférieure en nombre, mais supérieure économiquement. Cette structuration verticale de la société impacte la nature de l'État. L'État, c'est pas une entité neutre. C'est un outil qui sert des intérêts. Il faut absolument sortir d'une vision de l'État comme servant exclusivement le bien commun. Dans une société de classe, ces intérêts ont une nature de classe, et pour comprendre encore plus en profondeur ce que j'évoque là, il va falloir faire un petit détour par deux concepts marxistes hyper importants pour capter comment fonctionne une société. Ce qui fonde le caractère scientifique de la pensée marxiste, c'est sa prétention à expliquer rationnellement les développements historiques des sociétés, à identifier des principes généraux à l'œuvre dans la marche de l'humanité, du moins en ce qui concerne les sociétés de classe. Je fais une petite parenthèse. En fait, Engels s'est aventuré à expliquer l'organisation sociale des sociétés sans classe dans son bouquin L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Mais d'après l'anthropologue Christophe Darmanjat, ça pue la merde. Enfin, je force un peu, c'est intéressant mais daté quoi. La thèse que met en avant Engels a été réfutée par l'anthropologie contemporaine. N'empêche, concernant les sociétés de classe, les clés de compréhension marxiste restent les plus efficaces et influentes. Toute la sociologie ou presque est redevable de Marx, même si c'est jamais assumé comme tel. Pour comprendre rationnellement les modalités d'existence d'une société humaine et son développement historique, Marx et Engels observent qu'il faut d'abord chercher du côté de l'économie des explications pour capter comment tout le reste prend forme. Ici, économie est à entendre au sens le plus large possible. L'économique, c'est pas exclusivement ce qui touche au fric, c'est avant tout la question des besoins, de l'organisation de la production et de l'accès aux services et aux biens qui permettent de répondre à ces besoins. Que ce soit une économie domestique où l'argent n'existe pas, ou une économie capitaliste où l'argent permet de mesurer tout ce qu'on s'échange, il y a économie à partir du moment où il y a production et consommation de valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur d'une chose au regard de son usage. Est-ce que tel bien ou tel service a une quelconque utilité? Si oui, alors c'est une valeur d'usage. Le pain, par exemple, c'est une valeur d'usage car il me nourrit. Ou encore la musique, c'est aussi une valeur d'usage car elle m'émeut et me fait voyager. Bref, vous avez capté quoi. Quelles techniques et quelles ressources sont utilisées pour produire cette valeur d'usage? Le processus de production de valeur d'usage est-il collectif ou individuel? S'il est collectif, qui détient les outils permettant de produire cette valeur d'usage? Est-ce qu'un groupe social en fait travailler un autre? Ou est-ce que tout le monde met la main à la pâte? Toute société humaine peut être analysée à travers ces questions, et la réponse à ces questions nous donne le type de société dans lequel nous vivons. Société de classe ou non, société de producteurs associés ou non. Pour être plus précis, on parle chez les marxistes de mode de production. Le mode de production, c'est un concept totalisant. Une abstraction qui permet de saisir ce qui caractérise une période historique, indépendamment de ses bouleversements. On parle par exemple de mode de production capitaliste. Ce mode de production a plusieurs siècles, pourtant il y a eu plein de changements depuis que Marx l'a nommé et décrit. Malgré ces changements, il y a une structuration fondamentale qui reste la même. C'est pour ça qu'on continue de l'appeler comme ça. Le mode de production va alors conditionner le mode d'échange, c'est-à-dire la manière avec laquelle on répartit les biens et les services que l'on produit pour répondre à nos besoins. Dans une société de classe, le mode d'échange est inégalitaire. Le groupe social dominant a un accès privilégié aux richesses produites. La bourgeoisie peut s'acheter des voitures de luxe, pendant que nous, on galère en Clio, quoi. Et je vous balance une citation d'Engels qui résume tout ça. La production d'abord, et ensuite l'échange des produits, forment la base de tout ordre social. Ces deux facteurs déterminent dans toute société donnée la distribution des richesses. Par conséquent, la formation et la hiérarchie des classes qui la composent. Si donc nous voulons trouver les causes déterminantes de telle ou telle métamorphose ou révolution sociale, il faudra les chercher non dans la tête des hommes, non dans leur connaissance supérieure de la vérité et de la justice éternelle, mais dans les métamorphoses du mode de production et d'échange. En un mot, il faudra les chercher non dans la philosophie, mais dans l'économie de l'époque étudiée. Bon, une fois qu'on a analysé tout ça, on a ce qu'on appelle l'infrastructure de la société. Le mode de production conditionne le mode d'échange. Les deux ensemble forment la base économique qui nous donnera les clés de compréhension de toute la société. C'est là qu'émerge un autre concept central de la théorie marxiste, la superstructure. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce machin? Je vous mets un schéma qui résume à peu près tout ça en même temps que je vous explique.
La superstructure, c'est tout simplement l'ensemble des institutions et des productions sociales prises dans leurs relations de conditionnement, avec une organisation économique en particulier. Dans le cas qui nous occupe, l'organisation économique, c'est le capitalisme. C'est donc toute la société qui s'appuie nécessairement sur cette base économique et qui constitue la superstructure. Au sein de cette superstructure, il y a des degrés d'élaboration sociale et de complexité. Les institutions juridiques, politiques, religieuses dessinent les premiers niveaux d'élaboration. Les productions philosophiques et artistiques sont vues comme les productions les plus raffinées de cette même superstructure. La superstructure va directement ou indirectement avoir tendance à accompagner les besoins de la base économique de la société. Si on prend le cas de la loi, on peut observer qu'elle aura tendance, avec le temps, à brouiller les pistes d'une relation directe avec l'économie, tout en l'accompagnant malgré tout. Dans un État moderne, il faut non seulement que le droit corresponde à la situation économique générale et soit son expression, mais qu'il soit aussi une expression systématique qui ne se fera pas elle-même au visage, du fait de ses contradictions internes. Et le prix de la réussite, c'est que la fidélité du reflet des rapports économiques s'évanouit de plus en plus. Et cela d'autant plus qu'il arrive plus rarement qu'un code soit l'expression brutale, intransigeante, authentique de la domination d'une classe. La chose elle-même ne serait-elle pas déjà contre la notion du droit ? L'articulation entre l'organisation économique et la superstructure peut donc être très subtile. La superstructure, c'est pas un simple reflet mécanique des besoins économiques. C'est même une déformation du marxisme qu'on retrouve souvent. On nous reproche d'avoir une lecture qu'on dit économiste ou économiciste de la société. En gros, de faire du réductionnisme économique, de réduire tous les faits sociaux à des problématiques économiques. Alors c'est vrai que certains écrits des deux barbus peuvent alimenter cette confusion. Pourtant, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des textes d'Engels où il réfute de son vivant ce genre d'interprétation. Par exemple ici, il nous parle de l'État. La nouvelle force indépendante doit bien suivre dans l'ensemble le mouvement de la production. Mais, en vertu de l'indépendance relative qui lui est inhérente, elle réagit aussi à son tour sur les conditions et la marche de la production. Il y a action réciproque de deux forces inégales, du mouvement économique d'un côté, et de l'autre de la nouvelle puissance politique qui aspire à la plus grande indépendance possible et qui, une fois constituée, est douée elle aussi d'un mouvement propre. Le mouvement économique se ferait bien son chemin en général, mais il est obligé, lui aussi, de subir le contre-coup du mouvement politique qu'il a constitué lui-même et qui est doué d'une indépendance relative. On voit bien que c'est pas bêtement un reflet ou une expression directe. La superstructure possède à la fois une indépendance relative, à la fois une capacité de rétroaction, même si le mouvement économique reste le plus décisif. Ce qui manque à tous ces messieurs, c'est la dialectique. Ils ne voient toujours ici que la cause, là que l'effet, que c'est une abstraction vide, que dans le monde réel pareil antagonisme polaire, métaphysique, n'existe que dans les crises, mais que tout le grand cours des choses se produit sous la forme d'action et de réaction de force, sans doute très inégales, dont le mouvement économique est de beaucoup la force la plus puissante, la plus initiale, la plus décisive. Bon, malgré cette articulation fine, bien loin des caricatures qu'on entend à droite à gauche, l'analyse de la superstructure, chez les classiques du marxisme, on va pas se mentir, c'est un peu du survol. Ça dégrossit à coups de truelle, l'important c'est de capter l'esprit du truc, mais on est d'accord que ça appelle à être affiné. J'aurais bien voulu d'ailleurs aller plus loin en vous parlant, par exemple, du travail d'Antonio Gramsci, mais je ne l'ai pas encore lu et j'en ai marre de repousser cette série vidéo, donc tant pis, ce sera pour plus tard. Mais sachez que Gramsci a approfondi cette analyse de la superstructure en combattant les interprétations réductrices de cette articulation. Bon, et l'État dans tout ça? L'État est considéré comme une forme superstructurelle, conditionnée par la base économique, donc le mode de production et d'échange. Qu'est-ce que ça implique? Que tous les pays partageant une même organisation économique, le capitalisme en l'occurrence, ne partagent pas nécessairement les mêmes formes de gouvernement. La forme de l'État varie en fonction des frontières, des spécificités locales, des contextes, là où le capitalisme se moque bien de ces mêmes frontières. Voici ce qu'en dit Marx. Au lieu de traiter la société existante, et cela vaut pour toute société future, comme le fondement de l'état présent ou futur pour la société future, on traite plutôt l'État comme un être indépendant qui possède ses propres fondements intellectuels, moraux et libres. La société actuelle est la société capitaliste qui existe dans tous les pays civilisés, plus ou moins libérés des éléments du Moyen-Âge. Au contraire, l'État actuel change avec la frontière de chaque pays. Il est différent dans l'Empire prusso-allemand et en Suisse, différent en Angleterre et aux États-Unis. Pourtant, les divers États des divers pays civilisés, malgré la multiplicité variée de leurs formes, ont tous ceci en commun, qu'ils reposent sur le sol de la société bourgeoise moderne, plus ou moins développée au point de vue capitaliste.
C'est pour cela qu'ils ont en commun certains caractères essentiels. Pour autant, c'est pas parce que l'État varie dans la forme qu'il entretient aucun lien avec l'organisation économique, au contraire. Comme on l'a vu juste avant avec l'articulation infrastructure-superstructure, l'État est conditionné par les besoins et les développements économiques, et conditionne en retour, dans une moindre mesure, la base économique qui reste quand même le facteur le plus déterminant. L'État étant une émanation de l'économie, il accompagne tendanciellement ses besoins. Pourquoi tendanciellement? Car là encore, c'est pas mécanique. L'État a une relative indépendance. Comme le dit Engels, la classe politique peut rétroagir sur la base économique de 3 manières. La répercussion du pouvoir de l'État sur le développement économique peut être de 3 sortes. Elle peut agir dans la même direction, alors tout marche plus vite. Elle peut agir en sens inverse du développement économique. Et de nos jours, elle fait fiasco chez chaque grand peuple au bout d'un temps déterminé. Ou encore, elle peut fermer au développement économique certaines voies et lui en prescrire d'autres. Ce cas se ramenant finalement à l'un des deux précédents. Mais il est clair que dans les deuxième et troisième cas, le pouvoir politique peut causer un grand dommage au développement économique et produire un gaspillage massif de force et de matière. Dans une société de classe où les besoins de l'économie sont portés par la classe qui a intérêt à ça, l'État devient logiquement un outil de pouvoir sur la classe dominée. Grâce à l'État, la bourgeoisie, qui a le pouvoir le plus important, le pouvoir économique, se donne aussi le pouvoir politique. Là encore, Engels est très éclairant. Comme l'État est né du besoin de réfréner des oppositions de classe, mais comme il est né en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. Ce phénomène, on peut facilement l'observer empiriquement. La composition sociologique des institutions, par exemple, nous montre une surreprésentation des couches privilégiées. Il y a seulement 6% de parlementaires ouvriers et employés qui composent l'Assemblée en 2022. Un autre phénomène qu'on peut observer, c'est la porosité entre le milieu de la finance, de l'entreprise, du capital et la fonction publique. Au cours d'une carrière, il n'est pas rare qu'un élu passe par le privé, siège à des postes importants, puis repasse dans le public, etc. Il y a même régulièrement des cas de conflit d'intérêts où les élus votent des subventions pour des sociétés privées où ils travaillent, ce qui est évidemment interdit. Rien que sous le quinquennat de Macron, on a eu plusieurs cas de la sorte. Et sans rentrer dans le détail de cet écosystème qu'est la classe politique, écosystème plutôt compliqué à démêler, on voit bien qu'en mettant le nez dedans à peine 5 minutes, ça pue la merde. On peut ajouter à ça le lobbying des industriels et de la finance auprès du pouvoir politique, la collusion entre tous ces milieux déborde de tous les côtés, bref, la bourgeoisie est au pouvoir et tient l'État par tous les bouts, et ça c'est indiscutable. L'État a en définitive jamais été un outil neutre, extérieur à la lutte des classes, il émerge au contraire à cause d'elle. Il en est son expression directe, l'outil politique de la classe dominante pour soumettre légalement la grande majorité de la population. Partant de cette analyse, que faire de l'État quand on se bat pour le changement? Si l'État est l'outil de la bourgeoisie, et à travers elle un jouet soumis aux besoins de l'économie capitaliste, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement laisser tomber et faire sans? Bon, réduire la question du pouvoir à l'État, c'est peut-être évident pour la plupart des gens, mais comme on l'a vu, pour un marxiste, ça l'est pas. L'analyse de la société en termes d'infrastructure et de superstructure nous montre au contraire comment la base économique conditionne tout le reste. Le pouvoir, c'est d'abord celui sur l'économie. Indiquez-moi qui détient les moyens de faire travailler une masse de gens, et je vous dirai qui a le pouvoir. Les institutions étatiques sont certes des lieux de pouvoir, c'est là qu'on prend des décisions politiques comme au Parlement ou au Sénat. On vote, on débat, on légifère, on propose, on amende, on abroge. Bref, on prend des décisions qui impactent concrètement la vie des gens. Et c'est aussi dans ces institutions qu'on veille à l'application de la loi et qu'on sanctionne. Ça, c'est le rôle de la justice. Tout ça exerce sur la population une contrainte qui a des effets très concrets. Si je respecte pas la loi, je vais en prison. Ma liberté de circulation, par exemple, est entravée. Les institutions de l'État ont un pouvoir coercitif sur le corps social. Mais si demain, les travailleurs s'emparent des moyens de production de la bourgeoisie, ils s'emparent de ce qui rend possible l'enrichissement de cette même bourgeoisie, ils s'emparent de ce qui lui permet d'exister en tant que classe. Là aussi, un pouvoir s'exerce, celui d'un corps social anciennement dominé sur un corps social anciennement dominant. Exproprier la bourgeoisie, ça revient à remettre en question son existence sociale. Une fois la bourgeoisie expropriée, il lui reste plus que les institutions. Mais légiférer dans un pays où les richesses sont produites et appropriées par les travailleurs, a priori, ça sert à rien.
T'as beau avoir le pouvoir au Parlement, si les prolos refusent de te nourrir par leur travail, ton pouvoir, il sert à rien. Tu vas juste crever de faim. Le seul problème qui reste, le vrai problème, c'est qu'en étant aux manettes de l'État, la bourgeoisie dirige l'armée et la police, soit une force répressive en mesure de mater les travailleurs. Dans le cas où le peuple commence à socialiser les moyens de production, si ce dernier vire pas la bourgeoisie de l'État, la bourgeoisie a juste à voter les lois les plus répressives et envoyer ses chiens pour mater la révolution en toute légalité. La question de la prise du pouvoir de l'appareil étatique reste donc centrale, quand bien même on fait le constat que le pouvoir est avant tout économique. Comprenez bien qu'il n'y aurait pas cette problématique de l'armée et de la police, donc la possibilité d'une réaction violente pour faire échouer la révolution, la question de l'État serait sans doute secondaire. Il suffirait aux travailleurs de prendre les lieux de travail pour mettre en PLS la classe des propriétaires. Un syndicalisme révolutionnaire, ça suffirait peut-être pour prendre le pouvoir. Bon, mais la question du syndicalisme, je la mets de côté, ça mérite une vidéo à part. La question de l'État, elle reste donc entière, faut s'en emparer. Prendre le pouvoir économique par l'appropriation collective de la production, ça suffira pas. Il faut le pouvoir politique pour, à minima, gérer cette problématique de l'armée et de la police, mais aussi pour accompagner et légiférer le processus révolutionnaire. Sur le sujet, on a Engels qui nous met en garde contre une lecture trop mécanique de l'articulation infrastructure-superstructure et de la place de l'État dans tout ça. Donc, lorsque Barthes prétend que nous aurions nié toute réaction des reflets politiques, etc., du mouvement économique sur ce mouvement même, il ne fait que se battre contre des moulins à vent. Il n'a qu'à regarder le 18 Brumaire de Marx, où il s'agit presque uniquement du rôle particulier joué par les luttes et événements politiques, naturellement dans la limite de leur dépendance générale des conditions économiques, ou le Capital, par exemple le chapitre sur la journée de travail, où la législation, qui est bien un acte politique, agit de façon si radicale. Pourquoi luttons-nous donc pour la dictature politique du prolétariat si le pouvoir politique est économiquement impuissant? La violence, c'est-à-dire le pouvoir d'État, est elle aussi une puissance économique. Bon, l'État, ok, pas le choix, faut penser son appropriation, mais les élections dans tout ça. La polémique opposant la stratégie réformiste à la stratégie révolutionnaire, elle reste intacte. Bon, déjà, tout dépend de quelle situation on part. Tout dépend si la forme historique prise par l'État permet un travail d'opposition politique de manière légale ou pas. La démocratie libérale, comme on la connaît et la pratique dans nos républiques modernes, c'est pas quelque chose d'acquis. Ça a une histoire, son existence elle fluctue au gré des besoins du capital. Il n'y a pas de rapport absolu entre capitalisme et démocratie. Les institutions démocratiques, elles ont joué un rôle historique dans le développement de la société bourgeoise à travers la création des États modernes. Mais la bourgeoisie, elle est prête à tout sacrifier pour sauver sa peau si nécessaire. Et l'histoire l'a montré. Il y a bien souvent une corrélation entre les formes autoritaires que peuvent prendre les régimes politiques et le capitalisme en crise. La forme la plus radicale qu'on ait connue jusqu'à présent avec le capitalisme étant le fascisme. Le fascisme, c'est pas, contrairement à ce qui se dit spontanément sur le sujet, une folle parenthèse de l'histoire. On peut rationnellement expliquer l'émergence du nazisme, du franquisme ou du fascisme de Mussolini. Le marxisme nous donne les outils pour faire ce travail. Pour le dire avec les mots de Rosa Luxembourg, si le terrain économique est favorable, le système va vers la démocratie, soit la participation de toutes les couches de la population à la vie politique, et en cas contraire, en situation de crise profonde, la bourgeoisie, elle est prête à tout. Et pour l'anecdote, la meuf, elle dit ça avant de voir le fascisme de ses propres yeux, puisqu'elle sera tuée avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. En fait, Luxembourg fait bien la distinction entre ce qui se joue sur le plan formel et ce qui se joue concrètement dans les faits. La démocratie libérale, elle est sur le papier au service de toutes les couches de la société, mais il y a un implicite. La structuration de classe de la société, l'organisation économique qui dicte aux institutions politiques la marche à suivre de manière organique, comme on l'a vu juste avant avec l'articulation infrastructure-superstructure, la nature fondamentalement de classe de l'État, tout ça, tous ces phénomènes qui sont jamais explicités dans la loi, font que la démocratie, comme on la connaît, est elle aussi un outil de la classe dominante qui consolide l'ordre social. Sur le sujet, Luxembourg est limpide. Mais le caractère contradictoire de l'État capitaliste se manifeste de manière éclatante dans le parlementarisme moderne. Certes, formellement, le parlementarisme sert à exprimer dans l'organisation de l'État les intérêts de l'ensemble de la société. Mais d'autre part, ce que le parlementarisme représente ici, c'est uniquement la société capitaliste, c'est-à-dire une société dans laquelle prédominent les intérêts capitalistes. Par conséquent, dans cette société, les institutions formellement démocratiques ne sont, quant à leur contenu, que des instruments des intérêts de la classe dominante. On en a des preuves concrètes dès que la démocratie a tendance à nier son caractère de classe et à se transformer en instrument de véritable intérêt du peuple.
Les formes démocratiques elles-mêmes sont sacrifiées par la bourgeoisie et par sa représentation d'État. La démocratie en tant qu'outil, elle a donc aussi ses limites, elle est elle aussi une émanation superstructurelle qui consolide l'ordre social. Alors plus que de l'affirmer théoriquement, il faudrait peut-être aussi le vérifier. Je ne vais pas m'amuser à compiler des tonnes d'exemples, mais si on prend quelques cas récents, on pense déjà à la diabolisation que subit Mélenchon dès qu'il approche de trop près le second tour. Que ce soit en 2017, où on l'accusait de vouloir se rapprocher du régime vénézuélien via l'ALBA, ou pendant les législatives avec l'émergence du bloc NUPES, qui a fait flipper la bourgeoisie. Même Olivier Faure, le secrétaire général du Parti socialiste, a été accusé de sortir de l'arc républicain, du fait de son rapprochement avec la gauche de rupture que représentait Mélenchon. On peut aussi penser à toute la séquence des retraites, séquence où le gouvernement de Macron a usé de tous les artifices pour contourner les débats au sein du Parlement et du Sénat, et ce, de manière légale. Macron avait tout le monde contre lui, même une partie de la bourgeoisie médiatique et institutionnelle doutait de cette réforme, il a quand même réussi à faire passer ça en force, en utilisant toutes les spécificités possibles de la Constitution française. À travers ces deux exemples, on voit bien que dès que la démocratie va pas dans le sens des intérêts de la bourgeoisie, ils en ont rien à foutre. Les règles du jeu, elles sont pipées. Bon, pour autant, est-ce qu'il faut rejeter ça? A priori, la forme politique la plus favorable pour travailler au changement, quand on fait partie de l'opposition, ça reste la démocratie, dans sa forme bourgeoise libérale. Cette démocratie, elle se caractérise par la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, le pluralisme politique, la liberté de pensée et de critique, c'est la forme la plus progressiste que peut prendre politiquement le capitalisme. C'est la forme qu'on connaît actuellement en France, même si on est d'accord que la dérive autoritaire actuelle, elle remet tout en question. Cette démocratie libérale, elle nous permet d'exister en dehors de la clandestinité, de mener des actions, de militer à visage découvert, de communiquer officiellement sur nos activités, d'avoir des locaux pour nous retrouver, bref. Le cadre démocratique actuel, ça nous permet de nous organiser et de lutter avec un relatif confort. Imaginons à présent 5 minutes de devoir militer dans un contexte fascisant où toute opposition politique est interdite et réprimée, où on finit emprisonné, torturé, tué, pour le simple fait d'exprimer une opinion politique critique du régime en place. Bon, je pense que vous avez très vite une préférence entre ces deux situations, sans que j'ai besoin de développer. La forme démocratique bourgeoise, elle offre donc un cadre privilégié pour lutter, tout en restant fondamentalement un outil de la bourgeoisie. Jusqu'où on doit utiliser cet outil? Est-ce qu'on doit user une partie de notre énergie militante et de nos ressources matérielles pour, par exemple, proposer des candidats aux diverses échéances électorales? Ici, il y a deux camps chez les marxistes. Certains camarades pensent qu'il est absolument futile de réfléchir à ces questions. De manière un peu grossière et mécanique, dans leur esprit, la démocratie étant fondamentalement un outil de l'organisation économique capitaliste, ça sert à rien de perdre son temps à voter pour des gens ou à essayer d'occuper ce terrain. Ils ne rejettent pas pour autant l'idée de prendre le pouvoir sur l'appareil d'État. L'État, ça reste un outil important pour mener des politiques dans un processus révolutionnaire, comme on l'a vu. Ensuite, il y a ceux qui pensent qu'il faut, au contraire, occuper ce terrain. Mais là aussi, il y a deux camps. Ceux qui veulent utiliser leur siège d'élu comme une tribune pour dénoncer l'inutilité du parlementarisme bourgeois, en attendant que les circonstances historiques soient favorables et que les masses se soulèvent. Puis il y a ceux qui font vraiment le taf de parlementaire, considérant que le parlementarisme, ça reste un outil qui a ses limites, ok, mais qui peut quand même freiner la bourgeoisie. Bon, voilà les trois grandes tendances que j'identifie grossièrement. Peut-être que je délire, c'est surtout de l'observation empirique, vous n'hésitez pas à me corriger. Bon, du côté des darons du marxisme, qu'est-ce que ça dit? Lénine, lui, il est assez clair sur le sujet. Tant qu'on n'a pas la force de prendre le pouvoir sur la bourgeoisie, on doit occuper le terrain. Même les institutions les plus réactionnaires. Les formes parlementaires, historiquement, ont fait leur temps. C'est vrai au sens de la propagande, mais chacun sait que de là à leur disparition dans la pratique, il y a encore très loin. Depuis des dizaines d'années, on pouvait dire à bon droit que le capitalisme, historiquement, avait fait son temps. Mais cela ne nous dispense nullement de la nécessité de soutenir une lutte très longue et très opiniâtre sur le terrain du capitalisme. Le parlementarisme a historiquement fait son temps, au point de vue de l'histoire universelle. Autrement dit, l'époque du parlementarisme bourgeois est terminée. Il est évident que les gauches d'Allemagne ont pris leur désir, leur façon de voir en idéologie et en politique, pour une réalité objective. C'est là pour des révolutionnaires la plus dangereuse erreur. Il est évident que pour les communistes d'Allemagne, le parlementarisme a fait son temps politiquement. Mais le tout est justement de ne pas croire que ce qui a fait son temps pour nous, a fait son temps pour la classe, a fait son temps pour les masses. Vous êtes tenu de ne pas vous abaisser au niveau des masses. Vous êtes tenu de leur dire la mère vérité. Vous êtes tenu d'appeler préjugés leurs préjugés démocratiques bourgeois et parlementaires.
Mais en même temps, vous êtes tenu de surveiller d'un œil lucide l'état réel de conscience et de préparation de la classe tout entière. Tant que vous n'avez pas la force de dissoudre le Parlement bourgeois et toutes les autres institutions réactionnaires, vous êtes tenu de travailler dans ces institutions. La question n'est pas de savoir si les parlements bourgeois existent depuis longtemps ou depuis peu, mais si les grandes masses laborieuses sont prêtes idéologiquement, politiquement, pratiquement, à adopter le régime soviétique et à dissoudre le Parlement démocratique bourgeois, ou à en permettre la dissolution. Bon, du côté de Rosa Luxembourg, ça dit quoi? Bah que la pratique de la démocratie bourgeoise sert de tremplin, qu'elle accompagne le prolétariat dans sa lutte et la prise de conscience de ses intérêts, tout en rappelant ses limites. La démocratie est peut-être inutile, ou même gênante pour la bourgeoisie aujourd'hui. Pour la classe ouvrière, elle est nécessaire, voire indispensable. Elle est nécessaire parce qu'elle crée les formes politiques, auto-administration, droit de vote, etc., qui serviront au prolétariat de tremplin et de soutien dans sa lutte pour la transformation révolutionnaire de la société bourgeoise. Mais elle est aussi indispensable parce que c'est seulement en luttant pour la démocratie et en exerçant ses droits que le prolétariat prendra conscience de ses intérêts de classe et de ses tâches historiques. En un mot, la démocratie est indispensable, non pas parce qu'elle rend inutile la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Au contraire, elle rend nécessaire et en même temps possible cette prise du pouvoir. Bon, je vous laisse juger de tout ça, on va finir cette vidéo beaucoup trop longue en clarifiant une bonne fois pour toutes la position marxiste sur le réformisme. Qu'est-ce que ça implique? Tout ce que j'ai dit juste avant. Bah qu'on ne peut pas prendre le pouvoir légalement, tout simplement. Le réformisme est incapable de changer la nature profonde de la société et de nous donner le pouvoir. C'est pas par folklore ou coquetterie que les marxistes brandissent la révolution comme méthode. On n'est pas des bandeurs de révolution. Ça, faut bien l'enregistrer dans sa caboche. Pour autant, est-ce que le réformisme est inutile? Bon, là, ça dépend des tendances. Ceux qui disent que oui sont, à mes yeux, des militants qui déforment la pensée et l'expérience des grandes figures historiques du marxisme. Je désignerai personne, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Faut occuper ce terrain, ça reste un outil, de la même manière qu'on utilise les outils du capitalisme pour lutter. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment même si c'est pas utiliser YouTube pour lutter? Agir de la sorte, c'est partir de la situation concrète et de ses potentialités, c'est être matérialiste si je sors les grands mots. La manière avec laquelle on occupe le terrain, par contre, ça, je mets ça de côté. Personnellement, je préfère une situation où un élu de gauche fait son taf et freine du mieux qu'il peut le rouleau compresseur bourgeois que rien du tout. Opposer aucune résistance dans les institutions, c'est laisser le champ libre, c'est se reposer exclusivement sur la rue et les syndicats. C'est jouer à un jeu dangereux, quoi. On n'a pas besoin de jouer à se faire peur, c'est déjà assez difficile comme ça. Le réformisme, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et plus qu'un outil que l'on choisirait en fonction de notre envie du moment, c'est surtout un outil imposé par les circonstances historiques. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, l'avance théorique des penseurs marxistes sur le sujet. Pendant que tout le monde se prend le bec à gauche sur ce débat pourri, ça fait un siècle que les darons du marxisme nous expliquent que c'est le contexte qui nous impose la marche à suivre. Qu'on choisit pas entre réforme et révolution comme on choisit son menu au McDo, en fait. Non, franchement, ça me fatigue. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un peu la citationnite aiguë, mais je vais devoir encore citer Luxembourg. C'est aussi une chose bien connue que le cours réel de l'histoire ne se soucie guère des combinaisons petites bourgeoises, et renverse d'un coup les échafaudages bien construits et les calculs, sans tenir compte des bons côtés des choses si bien triées en tas. En fait, dans l'histoire, la réforme légale ou la révolution se met en marche pour des raisons plus puissantes que le calcul des avantages ou des inconvénients comparés des deux méthodes. La réforme légale et la révolution ne sont donc pas des méthodes différentes de progrès historique que l'on pourrait choisir à volonté comme on choisirait des saucisses chaudes ou des viandes froides au buffet, mais des facteurs différents de l'évolution de la société de classe, qui se conditionnent et se complètent réciproquement, tout en s'excluant. La question de l'illégalité et de la légalité comme méthode, c'est donc avant tout une question imposée par la situation. Il faut savoir articuler et utiliser ces deux méthodes. Lénine, sur le sujet, il est catégorique. Mais les révolutionnaires, qui ne savent pas allier aux formes illégales de lutte toutes les formes légales, sont de bien mauvais révolutionnaires. Il n'est pas difficile d'être un révolutionnaire quand la révolution a éclaté déjà et bat son plein, quand tout un chacun s'y rallie par simple engouement. Il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus précieux de se montrer révolutionnaire quand la situation ne permet pas encore la lutte directe, déclarée, véritablement massive, véritablement révolutionnaire. De savoir défendre les intérêts de la révolution par la propagande, par l'agitation, par l'organisation, dans des institutions non révolutionnaires, voire nettement réactionnaires, dans une ambiance non révolutionnaire, parmi des masses incapables de comprendre tout de suite la nécessité d'une méthode d'action révolutionnaire. Si on prend le cas extrême d'un régime fasciste où toute opposition politique est réprimée,
On arrivera facilement à faire dire, même aux réformistes les plus acharnés, qu'une telle situation impose des modes d'action radicaux et clandestins. Dans le cadre d'une démocratie libérale, l'illégalité paraît spontanément moins évidente, je suis d'accord. Pourtant, il suffit d'étudier certains cas concrets pour voir comment les choses peuvent vite basculer et l'illégalité devenir absolument nécessaire. Ce sera justement l'objet de la prochaine vidéo. On parlera notamment du Chili de Salvador Allende. On verra que même quand la démocratie sert le peuple, la bourgeoisie sait très vite rattraper la situation dans son intérêt. Ce sera aussi l'occasion de reparler de Mélenchon. C'était quand même le sujet initial de cette série vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait un gros tunnel de marxologue, mais c'était bien, enfin j'espère. Bon, avant de finir cette vidéo, je tiens à signaler un truc important. La théorie et les analyses de l'État sur lesquelles je m'appuie commencent à dater. Depuis, il s'est passé taquet de trucs. La Seconde Guerre mondiale, le fascisme, le capitalisme étatique d'après-guerre, les énormes conquêtes sociales de la classe ouvrière, les luttes d'indépendance nationale des anciennes colonies, la rupture néolibérale, les politiques d'austérité, la construction européenne, la montée en puissance de certains pays du Sud, l'adaptation et la reconfiguration du bloc occidental. Bref, les États-nations, ils ont évolué. Faudrait actualiser tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Et comme le dit Christine Delphi, même si elle n'est pas vraiment une fiefée marxiste, beaucoup de gens croient que quand on a retrouvé dans le passé la naissance d'une institution, on possède la clé de son existence actuelle. En réalité, on n'a expliqué ni son existence actuelle, ni même son apparition passée. En effet, il faut expliquer son existence à chaque moment par le contexte de ce moment. On ne peut pas transposer bêtement les analyses de la société de l'époque sur notre société actuelle. On peut s'en inspirer, comparer, enrichir, mais attention aux biais et aux simplifications. La méthode marxiste exige de penser la situation concrète justement depuis la situation concrète. Transposer des principes sans réfléchir, c'est appliquer des recettes toutes faites, c'est tomber dans quelque chose qui est l'insulte ultime pour un marxiste, l'idéalisme. Ce travail de réflexion et d'actualisation de nos analyses, c'est collectivement qu'il faut le produire. On a besoin de vous. Dernière ligne droite les frérots pour financer l'activité de la chaîne. Il reste 2 jours. On a atteint 3 590 €, c'est une dinguerie. Pour rappel, si on atteint le deuxième palier, soit 4 000 €, on finance 8 mois d'activité.